Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant attaquer les techniques d'approximation. Nous allons commencer par quelque chose de très simple. Nous avons vu qu'en physique statistique, on considérait un gaz de particules qui était sans interaction. Alors que se passe-t-il si on peut toujours considérer les particules comme indépendantes, c'est-à-dire chacune bien séparée, bien isolée, en introduisant quelques interactions. Alors, prenons comme exemple les ferromagnétiques. Alors, les ferromagnétiques, ce sont les substances qui s'aimantent spontanément, qui peuvent s'aimanter spontanément, comme le fer, qui présente une aimantation d'allure assez forte. Ils sont constitués d'atomes avec des électrons qui peuvent prendre une orientation de spin particulière et qui spontanément ont tendance à s'aligner parallèlement. L'aimantation de chaque électron s'additionne, donnant une aimantation globale. On verra plus en détail le ferromagnétisme plus tard, pour expliquer pourquoi, par exemple, ils prennent cette configuration. Ici, nous allons l'utiliser comme modèle simple. Alors, tous ces spins s'alignent spontanément, mais à une température non nulle, il y a une agitation thermique. Il y a donc une certaine probabilité que certains spins soient retournés dans le mauvais sens. Alors, on va faire une idéalisation. On va supposer qu'on a des atomes régulièrement espacés de la distance B, avec un seul électron par atome, qui a un spin qui peut prendre soit l'état spin haut, soit l'état spin bas. Et on va supposer également que chaque électron n'interagit qu'avec ses voisins. Ce qui n'est pas une très mauvaise approximation, puisque l'interaction avec les voisins suivants est forcément nettement plus faible. Et d'ailleurs, ce modèle fortement idéalisé est quand même relativement proche de certaines substances comme le nickel. Le nickel a une configuration qui n'est pas très éloignée de ceci. Alors on va supposer donc qu'il y a une interaction entre deux voisins. Donc on a une énergie d'interaction qui va être donnée par moins K, une certaine constante d'interaction, fois sigma I, sigma J, pour deux spins. Alors, sigma I, sigma J représentant les grandeurs du spin. Et on fait la somme sur tous les J voisins, donc sur toutes les paires d'électrons. Le signe moins est choisi de manière à ce que, s'ils ont le même spin, c'est alors un nombre positif, l'énergie soit négative, et donc naturellement le système ait tendance à se mettre dans un état avec des spins tous parallèles. Ils pourraient d'ailleurs être tous parallèles, tous vers le bas, par exemple. Il y a plusieurs états possibles. L'hamiltonien quantique va donc prendre une forme analogue. H va être égal à somme sur tous les atomes de moins A demi, A étant une amplitude, l'opérateur de spin sigma n fois l'opérateur de spin n plus 1. Le demi est simplement choisi pour des raisons pratiques. L'état minimum sera donc l'état où tous les spins sont alignés, qu'on peut noter plus, avec tous les spins alignés vers le haut, par exemple. Mais, pour calculer ça, il y a une manière simple, c'est d'utiliser l'opérateur d'échange, IJ. Opérateur qui échange deux spins. Dans ce cas-là, le produit de deux opérateurs de spin est simplement donné par 2PIJ moins 1. Et le hamiltonien prend alors la forme A fois somme sur tous les atomes de Pn n plus 1 moins 1 demi.
j'enlève les chapeaux, ce n'est pas nécessaire de les garder ici, c'est toujours des opérateurs. Alors, considérons l'état de base, où tous les spins sont alignés parallèlement vers le haut. Dans ce cas-là, l'action de l'échange n'a aucun effet. On a toujours des spins alignés vers le haut. Donc il est équivalent à multiplier par 1. Et donc, 1 moins 1 demi, on va avoir, pour 2 électrons, on va avoir ceci qui vaut 1 demi. Oui, excusez-moi, j'ai oublié le moins devant, c'est pas grave. On a 1 demi, moins 1 demi, pour le moins 1 demi pour une paire d'électrons. Et donc, pour tous les atomes, tous parallèles, on va avoir moins n fois 1 demi. Ça sera l'énergie de l'état de base. Mais on aimerait bien que l'énergie de l'état de base, ça soit 0. Après tout, le niveau 0 de l'énergie, on le choisit comme on veut. Donc on peut décaler l'énergie en rajoutant une constante, simplement à l'hamiltonien, et ça revient à prendre H est égal à, excusez-moi, A fois somme sur n de Pn n plus 1 moins 1. Donc il suffit de mettre 1 au lieu de 1 demi. Alors supposons la situation simple, tous les spins sont alignés sauf un. Il y en a un qui n'est pas aligné. Alors comment on va désigner nos états de base? On peut considérer une série d'électrons qui sont alignés vers le haut, et puis l'un d'entre eux aligné vers le bas. Alors on va numéroter nos moins 1, nos atomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et donc on va noter cet état-là par 5. L'état où l'électron numéro 5 est retourné. On va plutôt noter sa position x5. On avait déjà fait ce genre de choses, comme dans la propagation d'un électron dans un cristal, où on choisissait plutôt d'utiliser la coordonnée de la position avec une distance b entre chaque atome. Donc, on a nos états de base. L'état x0 pour cet électron-là qui serait vers le bas, x1 pour cet électron-là qui serait vers le bas, etc., etc. Considérons maintenant l'action de l'hamiltonien sur cet état. Dans ce cas-là, si on prend par exemple le terme P78, mais si c'est l'atome 5 qui est retourné, échanger les atomes, les électrons 7 et 8 ne va rien changer. Si l'atome 5 était vers le bas, ben il le sera toujours, puisqu'on a touché aux électrons 7 et 8. Donc les seuls termes qui vont changer quelque chose, c'est les termes P45 et P56. Plus exactement, moins A, P78 pour l'hamiltonien, moins A, P78, moins 1 fois x5 est égal à 0. Puisque celui-là, les x5, moins x5, ça fait 0. Tandis que moins A, P45, moins 1 fois x5, si on échange les spins des électrons 4 et 5, l'état x5 devient l'état x4. Donc on obtient moins A x4 moins A x5. Avec l'autre terme ici, le moins 1. Et de même, moins A P56 moins 1 fois x5 va donner moins A x6. À nouveau, c'est le sixième cette fois-ci qui est échangé avec l'atome numéro 5, moins A x5. Notons que
dans l'évolution dynamique de ce système, puisqu'on n'a jamais que des échanges de spin, il n'y a jamais qu'un seul spin qui reste aligné vers le bas. On ne se retrouve pas avec 2 spins, 3 spins, etc. Donc nos états de base sont corrects. Pas besoin de considérer des cas plus compliqués. Les cas plus compliqués vont résulter par exemple de l'agitation thermique. Et donc, plus généralement, on va avoir que l'hamiltonien appliqué à l'état Xn pour le nème atome va donner moins A fois X n plus 1 plus X n moins 1, pardon, ici c'est plus, X n moins 1 moins 2 fois Xn. Alors, notons qu'on peut aussi passer aux notations matricielles, bon, ce n'est pas très important ici. HNN égale moins A, HN plus 1, N égale HN moins 1, N. Égale moins A, donc plus A, moins A, et les autres coefficients sont tous nuls. Considérons un état psi quelconque maintenant. Plus exactement, on aimerait bien considérer des états ayant une énergie bien définie. Alors nous l'avons déjà vu, dans ces cas-là, on peut décrire l'état psi à l'aide des états de base, Xn, qu'on note, notre notation habituelle, Cn. Et pour des états d'énergie définis, chaque Cn sera égal à An fois notre fonction oscillante, la phase oscillante, pour une énergie E donnée. Et après utilisation de l'équation de Schrödinger, on obtient E An est égal à 2A An moins A An moins 1 moins A An plus 1. Et ceci vous rappelle sans doute quelque chose. Nous l'avons déjà vu ça. C'est la propagation d'un électron dans un cristal. Alors ça peut sembler étonnant que les états de spin donnent la même chose que la propagation d'un électron. En fait, c'est pas si rare. Quand les situations sont simples, décrites par une simple amplitude d'interaction, très simple, comme nous avions une certaine amplitude que l'électron change d'atome, il est assez logique de retomber souvent sur les mêmes équations. Le simple, donc du simple, et se compare très facilement. Donc on retrouve facilement les mêmes équations. Ici, c'est la même équation que celle que nous avons vue pour la propagation d'un électron. Un petit détail près, c'est qu'on avait E0 ici, on a 2A. C'est la seule différence. Et donc les états d'énergie définis, on l'a vu, c'est donné par 2A fois 1 moins cosinus K fois B. Après application de l'équation de Schrödinger après utilisation des coordonnées, etc., pour résoudre l'équation, nous l'avions vu pour l'électron dans un cristal. Et que pour des grandes longueurs d'onde, donc K petit, c'est environ E égale A B carré K carré. Et donc cet état est une onde qui se propage et qui se comporte comme une particule quantique de masse effective, ça aussi nous l'avions vu, de masse effective moins h bar carré sur 2ab carré. Alors voilà quelque chose d'étonnant. On a un spin vers le bas, et celui-ci va avoir tendance à se propager dans le réseau d'atomes en se comportant comme une particule
ayant une certaine masse, particules quantiques. Étant donné que c'est un comportement ondulatoire, les états CN sont des états purement ondulatoires, on les appelle aussi ondes de spin, ou fonctions d'onde de spin. Et comme ils se comportent un peu comme une particule avec une certaine masse effective, on leur a donné un nom, on les appelle souvent des magnons. Magnon pour magnétique. Puisque le spin porte un moment magnétique, on a donc propagation d'un moment magnétique à travers le matériau, on les appelle donc des magnons. Comme les vibrations étaient appelées des phonons, pas des photons, des phonons. Voilà. Vous voyez un exemple simple où on a idéalisé, où c'est relativement facile à résoudre. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons compliquer un tout petit peu les choses et nous verrons ce qui se passe si nous avons deux spins qui sont retournés. Je vous remercie.